40 puissantes voitures de course, 20 grands pilotes, 10 équipes high-tech, 10 grandes villes et un prix si l'on remporte le premier championnat du monde de voitures seulement alimentées à l'électricité. C'est un saut dans l'avenir, un nouveau type de sport mécanique. Personne n'a jamais organisé un championnat de voitures électriques. On est les premiers. Des courses écologiques en ville pour faire oublier les courses à essence et faire entrer le sport automobile dans le 21e siècle. On entre dans une zone technologique complètement inexplorée. Les 40 voitures doivent toutes être entièrement conceptualisées puis assemblées. C'est une technologie très neuve. On ne sait pas comment ces voitures vont se comporter. Il y a un énorme enjeu, on n'a pas le droit à l'échec. Voici la Formule E. Paris, 27 février 2013. Deux hommes, Alejandro Agag, homme d'affaires espagnol, C'est le premier championnat de voitures entièrement électrique. et Jean Todt, président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, annonce cette nouvelle formule devant des journalistes sportifs. La Formule E est certainement un symbole de la vision des voitures dans l'avenir. C'est un concept difficile à vendre. Les puristes ne voient pas tellement l'intérêt. Je pense que ça échouera, comme là un Grand Prix. Les voitures électriques ont une image de petites voitures silencieuses, lentes et à faible autonomie. Alejandro Agag veut bouleverser cette vision une bonne fois pour toutes. Et il a un agenda très chargé. Il doit convaincre 10 grandes villes d'accueillir les courses, amener 10 grandes équipes sur la grille de départ, concevoir une voiture de course révolutionnaire et approuvée par la FIA, en construire 2 exemplaires et les tester, puis fournir 4 voitures prêtes à concourir à chaque équipe, le tout en moins de 19 mois. C'est peut-être une folie absolue d'essayer de mettre sur pied un nouveau championnat de sport automobile en moins de 2 ans. C'est toujours une bonne chose de rendre plus attrayante, confortable et simple la possession et l'utilisation d'un véhicule électrique en ville. Si ce projet aboutit à ça, ce sera déjà formidable. Première tâche, créer la nouvelle voiture. Chaque équipe doit avoir le même modèle. C'était le seul moyen d'être complètement sûr, à 100%, que la grille de départ serait complète le jour de la course. Agag fait appel à Fred Vasseur, un constructeur de voitures de course français respecté. Il faut être un peu fou pour accepter cette tâche. C'est sans doute l'un des meilleurs ingénieurs au monde. Et il l'a prouvé avec ce projet. Le châssis en fibre de carbone de Vasseur suit la norme des voitures de course. Mais personne ne sait comment construire une voiture de course électrique. C'était un défi, évidemment. Quand on a commencé à réfléchir à la voiture, on n'avait aucune règle. On a dû partir de zéro. Pour la construire, une société a été créée, Spark Racing Technology, basée à Villeneuve-la-Guyard, à 100 km au sud-est de Paris. Mais la jeune équipe d'ingénieurs se retrouve face à une énorme tâche. Comme on ne savait pas à quoi la voiture allait ressembler, on est parti d'une feuille blanche. Dallara fournit le châssis en fibre de carbone et en aluminium, semblable à un cockpit de GP2, avec une place pour le pilote. Mais là, il y a une enveloppe en fibre de carbone aux formes aérodynamiques. Derrière le pilote, à l'emplacement habituel du réservoir d'essence, se trouve une batterie lithium-ion à refroidissement liquide qui alimente un moteur électrique de 270 chevaux. Fred Vasseur met en place un consortium d'experts en faisant appel à des grands noms de la course automobile. Renault aide à la conception et à la partie électronique. Dallara fournit le châssis. Williams construit les batteries. Maintenant, il a besoin d'un moteur puissant. Voici la McLaren P1, la voiture ultra-sportive britannique. La P1 est un hybride. Son moteur à essence biturbo est associé à un moteur électrique contrôlé par un ordinateur qui ajoute presque 200 chevaux en un seul geste. Elle a été conçue par Peter Van Manen de McLaren.
Le moteur électrique qu'on utilise pour la Formule E est très petit. Il pèse un peu plus de 25 kg et il génère une puissance d'environ 200 kW. Modifié pour développer 270 chevaux, le moteur électrique de McLaren amène la voiture jusqu'à 225 km/h, avec une accélération de 0 à 100 en 3 secondes, soit la même performance qu'une voiture de circuit. Le moteur électrique d'une voiture de Formule E a un couple instantané. C'est l'une des caractéristiques d'un moteur électrique. Elle peut accélérer très rapidement, mais aussi freiner très rapidement. C'est donc palpitant dans le contexte d'une course automobile. C'est bon pour le moteur. Problème suivant, la batterie. Le plus grand défi à relever pour la Formule E, c'est la batterie. Les moteurs sont là, mais on n'a pas assez d'énergie pour les alimenter avec la batterie. Williams, un autre grand nom de la Formule 1, s'attelle à la tâche. Ce n'est pas évident de construire une batterie avec assez d'énergie pour alimenter la voiture. Il faut obtenir 700 volts, qui fourniront 200 kW d'énergie propre, le tout à partir d'un ensemble d'environ 200 cellules de lithium-ion. C'est une cellule de lithium-ion. C'est une cellule avec une poche flexible. C'est très similaire aux cellules qu'on trouve dans les téléphones portables, mais en plus grand et beaucoup plus puissant. Mais comme la technologie sera poussée dans ses dernières limites, la FIA a été forcée d'adopter un format de course particulier. Les pilotes vont devoir s'arrêter à un moment, descendre de leur voiture, courir comme dans les 24 heures du Mans, monter dans la deuxième voiture, préalablement chargée, et continuer la course. Cela ajoutera un aspect complètement nouveau aux courses et aux spectacles. Ce problème d'autonomie limitée entraînera des arrêts au stand inédits et spectaculaires. Il faut bien commencer quelque part. Historiquement, la compétition conduit au progrès dans les sports mécaniques et ensuite dans l'industrie automobile. On voudrait déclencher ce processus maintenant. Pendant que Spark et ses partenaires font de leur mieux pour résoudre les problèmes techniques liés à la construction de la première voiture de course entièrement électrique, certains grands noms du sport automobile s'associent au projet. Il y a de nombreux pilotes avec lesquels nous avons eu des discussions informelles, comme Vitaly Petrov en Russie, Kamui Kobayashi au Japon, Bruno Senna. Il y a des pilotes comme Alguer Suari et Pedro de la Rosa, des pilotes espagnols très connus dans leur pays. On a envie de les avoir dans notre championnat. Circuit de Silverstone, 12 avril 2013. Pour mettre des visages sur la Formule E, Alejandro Agag présente quelques pilotes de renom à la presse. La technologie progresse très vite. La Formule E a encore de nombreux obstacles à surmonter avant de devenir un sport mécanique grand public. Mais c'est quelque chose de très stimulant. Je trouve ce projet passionnant. Je trouve le projet très ambitieux. On va courir dans des villes, ce qui est toujours difficile. On paie cher ces erreurs. Et là, c'est bien, puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur. La première équipe à s'inscrire est Dreson Racing, menée par l'ancien ministre britannique des Sciences, Lord Paul Dreson. Dreson s'y connaît bien en énergie électrique. Sa Lola Dreson B12 a établi le record de vitesse terrestre pour les voitures électriques pesant moins d'1 tonne. C'est un peu comme être à la fin d'un énorme élastique tendu au maximum. Et tout d'un coup... Aller vite en ligne droite est une chose, mais pour piloter une voiture de Formule E dans des rues étroites, il faut des compétences de pilote de Formule 1. Comme Dreson est là dès le début, il a l'occasion de discuter avec deux étoiles montantes, Bruno Senna et Lucas Di Grassi. Les pilotes auront une grande importance dans les débuts du championnat, parce qu'il y aura beaucoup de pression sur eux. Ils découvriront les circuits sans avoir eu le temps de s'entraîner. Les voitures seront puissantes et difficiles à manier. Pour avoir des pilotes de haut niveau comme Bruno Senna ou Lucas Di Grassi, il faut prouver qu'on a une bonne équipe avec des bons techniciens et de bonnes chances de gagner. On aimerait vraiment que vous veniez à l'usine et que vous nous donniez votre avis. Génial. Parfait. C'est formidable. L'investissement qu'on fait pour développer des voitures de course électriques nous a donné un avantage. Ce qui veut dire qu'un pilote de talent qui vient travailler chez nous aura les meilleurs outils possibles pour faire son travail.
Un an plus tard, en mars 2014, 6 mois avant la première course. Le modèle de pré-production de la voiture de Formule E de Spark est prêt à rouler. Le lieu, une piste secrète quelque part en France. La grande inquiétude, c'est la batterie Williams. 700 volts qui fournissent 200 kW, cela produit beaucoup de chaleur. Si elle prend feu, elle peut atteindre 1000 degrés Celsius. Le responsable des batteries chez Williams, Okan Tour, est bien conscient du danger. Les composants et les systèmes utilisés dans les voitures de course fonctionnent généralement à des températures relativement élevées. Mais tous les composants, y compris les disques de frein ou la boîte de vitesse, peuvent prendre feu si on les utilise à des températures plus élevées que prévu. Pour refroidir les batteries, des radiateurs installés sur les côtés sont reliés par des tubes remplis de liquide de refroidissement, aspirés par les cellules de lithium-ion. Cela paraît bien en théorie, mais le système n'a pas encore été testé dans une voiture de course électrique. C'est un moment décisif pour Agag qui accueille l'ancien pilote de Formule 1, Jarno Trulli. Celui-ci va mettre à profit son expérience pour tester la maniabilité et la puissance de cette voiture électrique. Vu le planning très serré d'Agag, il n'a pas droit à l'erreur. Jarno a été très satisfait des réactions de la voiture, de ses performances, du son du moteur, de tout. C'est une grande victoire pour nous que d'avoir un pilote comme lui qui dise objectivement « Les gars, ça marche ». La voiture réussit ce test crucial. Convaincu que les voitures fonctionnent sans prendre feu, Spark lance la production d'une quarantaine de voitures identiques. Ali Russell, responsable de la communication de la Formule E, sait que les délais seront difficiles à tenir. Les obstacles techniques à surmonter sont énormes. Personne n'a jamais produit 42 voitures aussi innovantes en un délai aussi court. Nous sommes des pionniers. Pendant qu'en France et au Royaume-Uni, des ingénieurs font leur possible pour être dans les temps, d'autres personnes s'assurent que les courses de Formule E vont pouvoir se tenir. On croit qu'on a pensé absolument à tout, et on l'espère sincèrement. Mais on ne sait jamais. Un peu plus d'un an après l'annonce du projet, la Formule E est en danger. La fabrication des voitures a pris du retard, et le tracé des circuits dans les 10 grandes villes n'a pas été finalisé. Ce n'est pas très difficile d'avoir l'accord des villes. Ça devient plus compliqué ensuite quand on doit établir précisément le tracé des circuits. C'est Gemma Arroura qui est chargée de négocier avec les villes et le temps manque. Parfois, les gens oublient qu'on construit des circuits. Il n'y a rien au départ. Par conséquent, on crée, on construit vraiment un circuit. Et c'est un très gros travail. La ville suivante sur la liste est Miami. La 6e course du calendrier est censée s'y dérouler. Comme si les choses n'étaient pas assez difficiles pour Roura, elle est accueillie par une violente tempête à son arrivée à Miami. Les négociations ont atteint un point limite. Pour le petit déjeuner, Roura a rendez-vous avec les dirigeants de la ville et les organisateurs. L'Opéra de Miami est le copropriétaire d'un parking qui pourrait servir de chicane pour ralentir les voitures avant qu'elles n'accélèrent sous l'autoroute. Mais il y a justement un spectacle le jour de la course. Il y a de nombreux problèmes liés à ce parking que se partagent 2 propriétaires. Ce parking ne sera pas disponible. Il n'y a aucune chance pour qu'il le soit. C'est dommage, parce que c'était une excellente solution. Les organisateurs proposent de dédommager l'opéra. Est-ce qu'il y a un moyen de faire une contribution pour compenser? Ça dépasserait le $1 million et ce n'est pas faisable. Si vous le dites. On a toujours envie d'avoir plus d'espace pour un circuit. Quand une piste est plus grande, plus large, qu'on a la place de passer, c'est toujours mieux. On aurait plus de place avec ce parking. On est plus limité maintenant. Après le petit déjeuner, le groupe se rend à l'Opéra de Miami. On voulait pouvoir entrer dans ce parking
puis enchaîner avec un virage pas trop serré jusqu'à Biscayne. Mais à cause des problèmes de copropriété ici, on va devoir aller tout droit et puis tourner à 90 degrés à droite. Quand on conduit, on n'a pas envie d'avoir un mur de béton en face. Notre mission, ça va être de trouver comment passer par ici. Les dangers sont réels. Avec le nouveau tracé, les voitures freinent à 160 km/h avant de faire un virage serré à droite contre un mur de béton. Gemma Roura se bat pour rendre le circuit aussi sûr que possible, mais les accidents seront inévitables. Voici justement le safety car, la voiture de sécurité qui ralentit le peloton jusqu'à ce que la course soit sûre. En soutien se trouve la voiture médicale pour faire sortir les pilotes blessés. Par souci d'écologie, les voitures de sécurité et les voitures médicales seront également électriques et disposeront d'un système de chargement à la pointe de la technologie. Il est construit par BMW, modifié par Drazen et utilise un système développé par Qualcomm Halo. La voiture se trouve sur un point de chargement sans fil prêt à être utilisé. Dans cette situation, cela se joue à la seconde près. Il ne faut pas avoir besoin de descendre, de débrancher une prise. En cas d'accident, il faut pouvoir s'y rendre le plus vite possible. L'avantage de ce chargeur sans fil, c'est que le pilote peut démarrer immédiatement. Ça économise des secondes et cela peut sauver des vies. Le principe de ce système est de relier la voiture au chargeur situé au sol. Il n'y a pas de câble et il n'y a pas besoin d'être garé au millimètre près. Il n'y a pas besoin de garer la voiture très précisément. Grâce à ce système, on peut se mettre non loin du chargeur, ça suffit. Pas besoin d'être parfaitement aligné, pas besoin de passer 1 heure à reculer et à avancer. C'est aussi valable pour d'autres voitures électriques, bien sûr. À terme, le chargement sans fil pourrait révolutionner les courses elles-mêmes. Je pense que ce système pourrait bouleverser les courses. Si on arrive à installer cette technologie dans les voitures et sur les circuits, ça changera tout. Les courses pourraient durer aussi longtemps qu'on veut. On pourrait faire une version électrique des 24 heures du Mans. Mais la Formule E laissera toujours forcément une empreinte carbone, puisque des centaines de tonnes de matériel et de voitures doivent être transportées à travers la planète pour aller de circuit en circuit. On a 40 voitures à transporter. On a des courses en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Donc, il y a forcément une empreinte carbone liée à ce transport. Avec notre partenaire logistique, on tente de réduire cette empreinte carbone. Pour ça, on optimise les trajets, notamment en envoyant autant de choses que possible par bateau ou par train. Mais pas par avion. C'est formidable de prouver qu'on peut organiser des courses qui respectent l'environnement. Parce que le principe, c'est de montrer qu'il y a un avenir pour les voitures électriques et qu'elles sont intéressantes. Avril 2014, en France. Cela fait plus de 2 semaines que les techniciens de Spark ont commencé à construire les 10 premières voitures. Tout le monde sait que si les voitures ne sont pas prêtes, l'avenir de la Formule E est compromis. Cela ne se passe pas bien. Rien ne semble aller, le temps manque, les pièces aussi. Il nous manque plusieurs pièces, comme la tige de la pédale. Dans le monde des sports mécaniques, on n'a jamais beaucoup de temps, quel que soit le projet. Là, notre objectif est de finir la voiture avant mercredi prochain. C'est une situation très délicate pour tout le monde. C'est une course contre la montre qu'il risque de perdre. 14 mai 2014. Au circuit de Donington, un comité d'accueil attend les 10 premières voitures. Après 650 km de route, avec 6 heures de retard, un camion arrive. À l'intérieur, 6 voitures terminées à la hâte, chacune valant environ 350 000 €. Batterie comprise. Les bébés ont fière allure. Je suis fière d'eux. À demain. À demain. Il est minuit passé et il manque encore 4 voitures. Jaume Salares, le directeur de la communication de la Formule E, attend des nouvelles avec impatience. « 5 heures du matin.
Après un long trajet de nuit, un deuxième camion arrive. Jomé Salares est soulagé. On a travaillé toute la nuit, à tout préparer et à espérer que cette journée plaira à tout le monde. C'est vraiment un jour important pour nous. C'est l'un des moments les plus importants, la livraison des 10 premières voitures aux équipes. Je suis très content. Le soleil brille. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Salares a adopté une stratégie très risquée. Il a invité les journalistes à assister à la remise des voitures aux équipes. Que penseront-ils des voitures, des équipes et du projet? Leurs comptes rendus seront essentiels pour l'avenir de la Formule E. Pour moi, ce n'est pas un problème que les voitures de cette première série soient identiques, parce que cela donnera des courses très serrées. L'accent sera mis davantage sur les pilotes. Alejandro Agag est là. Il y a 20 mois, j'étais confiant, mais j'avais quand même des doutes. Maintenant, j'en ai plus aucun. Tout comme Fred Vasseur, soulagé. Je vous avais dit que je n'avais pas la pression. On a construit les 10 premières, dans les temps. Dilbag Gil, le chef de l'équipe de la multinationale indienne Mahindra, est déjà amoureux de sa première voiture. C'est vraiment formidable de la voir en vrai. Pour moi, c'est comme si j'assistais à la naissance de mon premier bébé. Après 2 saisons en Formule 1, l'équipe de Virgin se concentre maintenant sur la Formule E. Le chef de l'équipe, Alex Tai, parle déjà d'aérodynamisme. Je veux que nos voitures soient les plus rapides de la course. Sam Bird, une nouvelle recrue de Virgin, donne son avis sur la voiture. J'ai mon idée sur ce que ça va donner. Mais franchement, aucun d'entre nous ne sait comment ça ira sur la piste. Et si je regardais là-dedans, je risque de me perdre, non? Comme tout le monde, le technicien en chef de Virgin a hâte de commencer. Il faut qu'on se prépare pour les essais. C'est la première fois que les pilotes conduiront ces voitures. La course commence aujourd'hui. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au loin. Mais aujourd'hui, on a une équipe de techniciens qui attend de regarder ces voitures de près. Après la présentation à la presse, les voitures sont placées sous surveillance dans les ateliers. Les équipes savent qu'avec des voitures identiques, l'avantage technique ne peut venir que d'améliorations infimes. C'est très motivant. J'ai envie de la démonter, de la remonter et d'y aller. Chacune des 10 équipes se met à démonter sa voiture. La lutte entre les équipes commence dans l'atelier. C'est génial de les voir examiner l'intérieur des voitures et réfléchir à ce qu'ils peuvent faire avec. Les voitures que Spark s'est dépêché de construire sont maintenant démontées. La course pour gagner la nouvelle compétition de Formule E a démarré. Et pendant que les techniciens essaient de déterminer comment tirer le maximum d'une voiture électrique, les chefs d'équipe essaient de savoir comment tirer le meilleur des pilotes. Le plus grand impact technique pour moi, c'est l'entraînement du pilote. Je pense que cela comptera énormément. C'est un élément technique. Cette année, en Formule 1, on a vu l'arrivée de nouveaux pilotes. Quand on voit toute la technologie que les anciens ont dans leur voiture, on s'aperçoit que les petits jeunes ont pris le pli très rapidement. C'est vrai. Ils sont calés. On peut prendre Richard Branson comme pilote puisqu'il n'a jamais conduit. Il pourra s'adapter, il sera très bien. Et il est futé. Il n'a rien à désapprendre. Tout se jouera sur les pilotes, c'est certain. Absolument. Et les premiers tests, le 1er juin, seront très importants pour en savoir davantage sur la voiture. Santé. Derrière cette conversation cordiale, la lutte a déjà débuté. C'était une très bonne journée. Parmi les ateliers du circuit de Donington, l'un reste fermé, celui de Dreson Racing. Bruno Senna, un pilote que Paul Dreson voulait, a signé chez Mahindra. Les types de Mahindra sont vraiment à fond sur ce projet. Ils sont très motivés et ils m'ont montré ce qu'ils voulaient faire avec la voiture. J'ai confiance en eux. On dirait que Dreson Racing ne participera pas aux essais. « 3 juin 2014. Il ne reste que 12 heures avant la première journée d'essai. Je suis stressé, franchement. Personne ne sait comment les voitures vont se comporter.
C'est une expérience inédite pour tout le monde avec cette nouvelle batterie. J'ai un peu peur de tester la voiture demain. On fait les dernières vérifications. Tous les systèmes sont neufs et c'est surtout la batterie qui est une inconnue totale. Les voitures sont prêtes. Elles sont maintenant déplacées jusqu'au stand. Je suis très content de la façon dont les choses se déroulent. J'espère que je serai de la même humeur demain à 18 h, quand je verrai le drapeau à damier et que la voiture reviendra en un seul morceau après une journée de course. C'est Sam qui va étraîner la voiture. Il va lui falloir beaucoup de temps pour s'y habituer. Elle est complètement neuve. Il ne l'a jamais pilotée avant comme tous les autres. C'est compliqué. D'accord. Maintenant c'est bon. Au revoir. On a demandé fermement aux pilotes d'éviter les accidents. Ils n'ont vraiment pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les voitures doivent rester dans les stands. Demain, elles rouleront enfin. Qu'est-ce qui pourrait clocher? La liste est sans fin. Je suis vraiment trop stressé. Tout le monde a la pression. 4 juin 2014. À Donington, c'est la première journée d'essai. Comme on pouvait s'en douter, la météo est exécrable. Mais que va donner cette journée? Donington est une piste très difficile quand elle est humide. On a facilement tendance à penser qu'on a plus de prise qu'en réalité. On va un peu vite et on se retrouve bloqué, puis on finit dans le gravier. Je boirais volontiers une soupe bien chaude, je gèle. Mais bon, c'est le temps anglais. Qu'est-ce qu'on y peut? Aujourd'hui, la presse n'est pas autorisée, volontairement. Cette journée est faite seulement pour les équipes, les pilotes et leurs voitures. Les équipes Mahindra, Venturi, Virgin et Andretti sont les premières à prendre le départ. Officiellement, cette journée vise à identifier les problèmes techniques. Mais quand les pilotes ont un nouveau modèle, ils le poussent jusqu'à ses limites. C'est un pilote de course professionnel. Il ne va pas y aller doucement, c'est impossible. C'est dans sa nature. On a utilisé notre première charge de batterie. On recharge. Jusqu'ici, ça s'est bien passé. Le chef de l'équipe Andretti, Rob Arnott, reçoit des nouvelles du pilote Frank Montagny. Il a eu un accident. Il vient de me dire « je suis content, je suis pas le premier ». Qui a eu un problème, Frankie? Virgin. C'est Virgin? C'est pas notre voiture. Je suis pas le premier. Les autres équipes sont soulagées, mais chez Virgin, c'est la consternation. Qu'est-ce qui se passe? Il a fini dans le gravier. Aujourd'hui, on essaie des choses. On pousse pas la voiture. On verra ce qu'il dit quand il reviendra. La Virgin a l'air intacte. Les mécaniciens s'affairent et la nouvelle de l'accident se répand. Pour info, les gars, apparemment, l'équipe Virgin a eu un accident. Les ordinateurs révèlent que lors d'un freinage dynamique, les roues arrière de la Virgin se sont bloquées et Sam Bird est sorti de la piste. Le freinage dynamique se déclenche manuellement derrière le volant ou au pied et renvoie de l'énergie dans la batterie. Mais il faut un réglage précis pour arriver au maximum sans bloquer les roues. J'ai freiné alors que j'étais dans un virage et les essieux arrière se sont bloqués. C'est assez logique. La pédale sert seulement au freinage ordinaire. Dans un virage sur terrain humide, ça fait ça. C'est une information dont les autres équipes prennent bonne note. Il a réglé le frein dynamique à 8, le maximum. Il est entré dans le virage, il a appuyé sur la pédale et il s'est pris le mur. On peut parfois s'en tirer sur un sol sec, mais jamais sur sol mouillé. Si on fait une erreur, on bloque l'arrière et on part en tête à queue. C'est le but de cette journée en fait. Éviter de sortir de la piste tout en utilisant le freinage dynamique.
C'est simple en fait. Maintenant, il bruine. Une autre voiture a un problème. Quelqu'un a eu un accident. Mais je n'en sais pas plus. J'ai simplement vu la dépanneuse aller sur le circuit. Ce n'est jamais un bon signe quand on en arrive là. C'est l'équipe Mahindra. Le pilote Karun Chandok s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr. La voiture Mahindra a brusquement perdu toute sa puissance. L'équipe est soulagée. Ce n'est pas électronique, c'est mécanique. La pédale d'accélération s'est détachée. C'est tellement dur que c'est parti. T'as réussi à faire un tour ou pas? Cette fois-ci, c'est le problème du constructeur. Un mécanicien de Spark se met au travail. Vous avez cassé une pédale? Ouais, mais ils l'ont réparé. Ça va être bon. On s'attendait à ça. C'est pour ça qu'on fait cette journée. Les pédales sont en place. On a changé les pièces. Ça devrait pouvoir aller maintenant. Ce sont les petits problèmes du début, mais c'est arrangé. Bruno, c'est toi qui as saboté cette voiture? T'as été le dernier à la conduire et juste après, elle tombe en panne. Sans commentaire. La bruine s'arrête et les voitures aussi. C'est à ça que servent les essais. D'autres voitures se sont arrêtées. C'est rassurant de notre point de vue. Il n'y a pas que nous. 4 juin 2014, milieu de l'après-midi. La journée est consacrée aux essais. Les pilotes continuent à rouler sur une piste désespérément humide. L'équipe suivante à connaître des problèmes est l'équipe Venturi, avec une batterie en surchauffe. Les techniciens sont désemparés. Ils appellent l'ingénieur de McLaren qui intervient sur les circuits, Steve Collier. Désolé de poser cette question. Quand on livre l'ordinateur central, il y a des bouchons en caoutchouc au-dessus. Il n'y a pas des bouchons, puis le tuyau. Vous avez bien enlevé les bouchons, puis mis les tuyaux? Steve Collier admet que les bouchons en caoutchouc bloquent peut-être les tuyaux. On retire un tuyau juste pour voir s'il y a pas... Cela me paraît absurde que le système de refroidissement fonctionne. Que l'eau ne soit qu'à 4 degrés, mais que la température de l'ordinateur soit élevée. Pas un petit peu, vraiment très élevée. Comme s'il n'y avait pas de refroidissement. Pour voir d'où vient le problème, les techniciens de Venturi font un test de pression. La pression est basse, mais ça n'a pas l'air de venir de là. La pression est basse, mais elle est à un niveau raisonnable. En fait, elle est peut-être un peu trop basse. Peut-être que la pompe est très faible. Allez à la vitesse maximale. Sur ta voiture, t'as combien toi de pression? On n'a pas roulé encore. Non, la pompe ne pompe pas bien. Ça devrait être énorme. Ouais, c'est sûr. Je propose qu'on vidange le système de refroidissement et qu'on change la pompe. C'est donc la pompe à eau qui est en cause et qu'il faut remplacer. Au suivant. Bonne chance. Je reviens. Allô? Les jours de test quand il pleut, ce n'est pas à moitié. L'équipe Virgin connaît de nouveaux problèmes. Jaime Alguersuari, leur pilote, appelle à l'aide. Quand il est passé, il a dit qu'il avait un signal d'erreur. Plus de puissance. Immobilisez-vous. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il s'est arrêté et qu'il est descendu de sa voiture. Il n'aurait pas dû descendre, non? Non, pas avant d'en avoir eu la permission. L'équipe fonce à sa rencontre. Les essais s'interrompent. Rob Arnott de chez Andretti fait un calcul rapide. J'ai calculé les temps de passage sur mon ordi. On est premier avec 6 secondes d'avance. Alguersuari est revenu. Les techniciens examinent sa voiture. On va regarder si ce sont les mêmes problèmes. On a un problème avec l'ordinateur central. C'est la pièce principale qui contrôle et régule le rechargement de la batterie. On savait qu'on avait ce problème, mais on essayait de continuer quand même. On ne voulait pas perdre de temps à changer l'ordinateur, mais maintenant on est obligé. Chez Mahindra, Bruno Senna a également des soucis avec l'ordinateur. Il s'agit d'une pièce primordiale, un ordinateur qui régule la batterie.
J'ai fait une erreur en montant dans les tours. Je suis monté à 14 000 tours et voilà. On dirait que c'est un problème entre la batterie et la transmission. Les mécanos de Williams et de McLaren travaillent dessus pour résoudre le problème. Pour Virgin, l'ordinateur défectueux signifie la fin de cette journée. D'après Spark, ce n'est pas la peine de le remplacer maintenant pour qu'il plante à nouveau. Ce serait du gaspillage que de bousiller une pièce à 50 000 €. On va essayer de voir ce qui cloche, histoire de s'en servir pendant un quart d'heure peut-être. Il vaut mieux avoir ces problèmes au début, histoire de trouver la solution. Pour éviter de les avoir à nouveau. Ouais. Du côté d'Andretti, on n'a aucun problème technique. Ça a très bien fonctionné aujourd'hui. On est allé vite, la voiture a marché à la perfection. La préparation était bonne, l'équipe aussi. Je suis très content. C'est une sensation très agréable. On dirait qu'il y a pas mal de gens qui ont des problèmes. Ça ne m'étonne pas trop, parce qu'il y en a qui ont essayé d'assembler des choses en 2 jours, au lieu d'y passer 2 semaines, comme nous. J'ai dérapé, mais... La piste est maintenant fermée. Les équipes font le bilan. On a beaucoup appris aujourd'hui. Au final, je dirais que c'était du bon boulot. C'est génial qu'on apprenne ce genre de choses maintenant. On a fait une répétition avec toute l'équipe et les pilotes. La première course se profile à l'horizon. Les problèmes ont été identifiés, mais pourront-ils être résolus à temps ? 4 juillet 2014. Un mois s'est écoulé depuis la journée d'essai. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour préparer les voitures. Si jamais elles avaient un gros problème maintenant, cela compromettrait gravement leur chance d'être prêtes à temps pour le championnat. Il manque un nom, Dreson Racing. Paul Dreson a été le premier à s'engager, mais il s'est retrouvé face à un choix difficile. J'ai dû prendre une décision. Est-ce qu'il était plus important pour moi d'être le chef d'une équipe et de faire ce métier, ou de diriger une société de produits technologiques? L'équipe s'appelle maintenant Trulli, et elle est menée par un pilote italien chevronné, Jarno Trulli. C'est un double défi, en tant que patron d'écurie et en tant que pilote de course. L'une de ses premières décisions a été d'engager une pilote, Michela Ceruti. On a fait appel à Michela Ceruti parce qu'elle est très douée. Elle a déjà remporté plusieurs courses. Sa présence sur la grille de départ attira une publicité considérable pour Trulli et la Formule E. Mais ce sont les compétences spécifiques de Ceruti que Jarno Trulli a repérées. Je pense que c'est peut-être un avantage d'être une femme en Formule E. Parce que c'est une voiture où on doit bien réfléchir à ce qu'on fait quand on le fait. En Formule 1, il suffit d'éteindre son cerveau et d'aller aussi vite que possible. Arrêtez de penser, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, nous les femmes. Pour vous les hommes, c'est plus facile. Elle est prête à prendre le départ et à prouver qu'elle a raison. Ensuite, Trulli lui-même prend le volant. Comme Michela Ceruti l'avait prédit, les pilotes commencent à repousser les limites. Chaque équipe choisit son moment pour faire partir ses voitures. Les pilotes enchaînent les tours. Et les constructeurs poussent enfin un soupir de soulagement. C'était une journée formidable. On a eu des équipes qui ont bien testé les voitures, qui ont poussé à fond tous les paramètres. Les pneus, le moteur, la batterie. Mais cette stratégie fait une première victime. C'est Jarno Trulli. Le drapeau rouge est levé, tout s'arrête, le temps que la voiture soit évacuée. Trulli a perdu le contrôle de sa voiture et terminé sa course dans le gravier.
À la sortie de la chicane, j'ai percuté la barrière et j'ai endommagé l'aile avant. En tant que pilote expérimenté et tout récent propriétaire d'équipe, il sait que le seul moyen de connaître la voiture est de la pousser à fond. On essaie d'apprendre, on en paie le prix. J'ai commis quelques erreurs, il faut en tirer les leçons. Pour d'autres, cela commence à ressembler à une vraie course. C'est le cas pour Karun Chandok. Ça s'est bien passé. On a fait seulement un tour pour tester la voiture et voir ce que ça donnait. J'ai touché une botte de foin, donc il y a quelques dégâts, mais rien de grave. On devrait repartir dans 5 minutes. Mais les drapeaux rouges ressortent. Il y a encore un accident. Rob Arnott, le chef de l'équipe Andretti, est le premier au courant. C'est la voiture de l'équipe Virgin qui a fini dans le gravier. Mais à part ça, tout se passe bien. On va repartir. Pour la Virgin immobilisée, le problème a l'air simple. Un pneu crevé. C'est notre première crevaison. Ce n'est pas courant du tout. Il va donc falloir qu'on trouve comment c'est arrivé. Mais en fait, c'est plus sérieux. C'est une suspension arrière cassée. La pièce était sûrement défectueuse. Raime est sorti de la piste et en revenant, il a eu un tout petit choc. Ça suffit pour casser les barres de liaison. Les barres de liaison relient la roue à un amortisseur. Comme toute pièce, elles doivent être aussi légères que possible, tout en supportant des charges importantes. Une manœuvre trop violente et elles peuvent se briser. On a pris des pilotes très doués pour conduire ces voitures parce qu'on sait qu'ils vont les pousser jusqu'à leurs limites. Pendant les essais, c'est logique que ce genre de choses arrive. Il faut qu'ils aillent très loin. Il faut qu'on sache de quoi ces voitures sont capables. Et pour cela, il faut aller jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, si on va plus loin, on se retrouve parfois dans le gravier. Du côté de Trulli, Michela Ceruti a quelque chose à fêter. Elle vient de battre son record du tour sur ce circuit. 2 tours de suite. On a fini par faire 2 tours de suite. Pas de drapeau rouge pour le moment. On a réussi à bien enchaîner. On va essayer de repartir pour faire 2 autres tours en faisant quelques changements. Pour voir comment la voiture réagit. Chez Mahindra, Karun Chandok a terminé sa journée. Il a endommagé l'aile avant. Les mécaniciens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. La collision a été frontale, mais je pense que le triangle de suspension a poussé la roue en arrière. Désolé. Quant à Bruno Senna, il donne son avis. On pense que c'est une monoplace comme les autres, mais ce n'est pas le cas. Il lui faudrait des pneus totalement différents. Je sais que tu aimerais bien qu'elle soit comme une voiture de Formule 1, mais ce n'est pas le cas. Dans les 18 derniers mois, il a fallu cravacher pour mettre au point la partie technologique. Maintenant, la Formule E est face à son prochain grand défi. Trouver un public qui se passionne pour ce nouveau sport mécanique. Lorsque les gens verront ces voitures disputer des courses dans les rues des grandes villes du monde, ça les incitera à acheter des voitures électriques, tout particulièrement les jeunes. Je pense que ce qui fait l'intérêt de la Formule E, son caractère novateur, c'est qu'elle cherche délibérément, consciemment, à toucher un public jeune. Il faudra y arriver d'ici 5 ans environ. Mais je suis sûr que d'ici là, ce produit aura trouvé son public. Est-ce qu'il touchera un petit public ou un grand public? Seul le temps nous le dira.